Vous avez remarqué, à chaque fois que Trump parle du canal de Panama, il dit qu'il veut le reprendre. Mais pourquoi un canal d'Amérique centrale appartiendrait aux États-Unis? Revenons un peu en arrière. On est en 1898 et Cuba vient de déclarer son indépendance, soutenue par les États-Unis qui entrent alors en guerre contre l'Espagne. Une bataille navale se prépare juste ici, au large de la Havane. Les États-Unis ont besoin de leur tout dernier navire de guerre, l'USS Oregon. Problème, il est de l'autre côté du continent, à San Francisco. Il entame alors une traversée de 25 000 km tout autour du continent et arrive en Floride 66 jours plus tard, pile à temps pour aider les États-Unis à remporter la bataille de Santiago. À ce moment-là, ça fait même pas 50 ans que les États-Unis ont une façade maritime côté Pacifique. L'interminable voyage de l'USS Oregon va leur faire prendre conscience de la nécessité de connecter les deux océans. C'est le début de l'incroyable histoire du canal de Panama et des États-Unis, et le personnage qui va tout changer, c'est lui, un jeune ingénieur français. Sans lui, la République du Panama n'existerait pas et le canal serait probablement au Nicaragua. L'idée de relier le Pacifique et l'Atlantique n'est pas nouvelle. Il y a des endroits où le continent américain mesure à peine 50 km de large, par exemple ici. Du coup, c'est hyper tentant, surtout quand on voit le détour qu'on doit faire. Dès les années 1520, l'Espagne construit une route terrestre, le Camino Real, pile à l'emplacement de notre canal actuel. Pendant des siècles, toutes les richesses de l'Empire espagnol vont y transiter, avant d'être expédiées en Espagne. Et tout ça va se faire à pied pendant 400 ans. Mais tout va changer au 19e à cause d'un Français qui adore faire des canaux, Ferdinand de Lesseps, ou comme les Américains aiment à l'appeler, Ferdinand de Lesseps. En 1870, cet ingénieur vient tout juste de terminer la construction du canal de Suez, qui évite lui aussi de contourner tout un continent. Ferdinand se demande ce qu'il va faire maintenant et il se dit « Tiens, si je recommençais pas la même chose au Panama ». Entre nous, il aurait mieux fait de s'arrêter après Suez, mais je m'en voudrais de trop vous spoiler. Il crée la Compagnie du Panama et les travaux débutent en 1882. Très vite, c'est la cata. Le chantier est pharaonique et les ouvriers sont littéralement décimés par les maladies comme la malaria ou la fièvre jaune. Mais de Lesseps s'entête. Pour se financer, il multiplie les emprunts et les émissions d'obligations. Au passage, il n'hésite pas non plus à soudoyer un député ou deux, en vrai c'est plutôt 104. Et quand le poteau rose est découvert en 1892, tout ça crée une véritable affaire d'État. C'est le célèbre scandale du Panama. Plus de 20 000 ouvriers sont morts sur le chantier, des dizaines de milliers de souscripteurs sont ruinés, de Lesseps prend 50 tôles et globalement plus personne ne veut entendre parler du Panama. Plus personne, sauf lui. Son petit nom, c'est Philippe Buno-Varia et le canal, c'est le projet de sa vie. Il va être prêt à tout pour le sauver. Jeune ingénieur, Philippe était venu travailler au Panama sous les ordres de Lesseps. Là-bas, il a monté les échelons un par un jusqu'à devenir directeur général. À ce moment-là, le canal, c'est vraiment toute sa life à Philippe. Il n'est pas question de le laisser à l'abandon. Son idée, c'est de faire reprendre le chantier par les États-Unis. Sauf que les États-Unis, ils ont déjà commencé à bosser de leur côté. Et dans leur tête, le canal sera au Nicaragua. Là-bas, il y a un énorme lac en plein milieu du continent, et il suffit de faire 2 petits canaux de chaque côté pour relier les océans entre eux. Pour parvenir à ses fins, Buno-Varia doit convaincre les États-Unis de 2 choses. D'abord arrêter leur propre projet au Nicaragua, et ensuite reprendre le sien au Panama. Alors comment faire? Il s'associe avec un avocat, William Cromwell. Ensemble, ils vont dézinguer le projet du Nicaragua. Et une occasion en or se présente, l'éruption du volcan Momotombo, au Nicaragua donc. Ce volcan, il est à plus de 1000 km du projet de canal des États-Unis, mais c'est pas très grave pour Philippe. À grands coups de courrier, avec pile le timbre qu'il faut, et d'articles dans la presse, le duo finit par discréditer totalement l'idée d'un canal au Nicaragua. Et d'une, reste à faire reprendre le chantier du Panama aux États-Unis. L'idée les séduit, mais ils veulent garder le contrôle sur le canal après les travaux. Seul souci, à l'époque, le Panama, ça n'existe pas. C'est une région de la Colombie. Et la Colombie fait savoir qu'elle n'a pas du tout l'intention de céder quoi que ce soit aux États-Unis, alors que ça passait crème avec la France. Sacrebleu. Mais Philippe, à ce moment-là, il est vraiment en mode Game of Thrones. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Alors il se rend au Panama et il fomente une révolution avec les indépendantistes. Il leur garantit le soutien des États-Unis pour leur nouveau pays en échange de la cession du canal. Et au passage, il se fait nommer ambassadeur du futur Panama. On est en 1903 et Philippe Buno-Varia vient de réussir l'exploit d'être le premier officiel du Panama alors que le pays n'existe pas encore. Lorsque la révolution éclate effectivement quelques semaines plus tard, les États-Unis envoient leur flotte militaire pour mettre un petit coup de pression à la Colombie, qui ne moufte pas. Et à ce stade, Philippe Buno-Varia, c'est le seul officiel du Panama. C'est donc lui qui va organiser et signer le traité qui porte son nom, 2 semaines après l'indépendance du pays, et sans aucun Panaméen dans la pièce. Le traité Hey Buno-Varia autorise les États-Unis à reprendre le chantier et à exploiter le canal. Mais surtout, il leur cède une bande de 8 km de part et d'autre du canal. Cette bande, une véritable exclave des États-Unis appelée Canal Zone, coupera le pays en deux jusqu'en 1979. Le canal sera finalement achevé en 1914 et comme prévu, il a complètement bouleversé le commerce mondial. 6% du trafic maritime de la planète y transite chaque année, ça fait quand même 140 000 bateaux.
Enfin, le 31 décembre 1999, les États-Unis le rétrocèdent définitivement. Donc ça fait jamais que 25 ans que les États-Unis ont lâché le canal de Panama, et c'est pour ça que Trump il a l'impression qu'on lui a pris son jouet et qu'on veut pas lui rendre. Par ailleurs, la droite américaine a toujours défendu bec et ongle le canal de Panama. Écoutez ce qu'en disait un certain Ronald Reagan en 1976. The Panama Canal Zone is sovereign United States territory, just as much as Alaska is, as well as the states carved from the Louisiana Purchase. We bought it, we paid for it, and General Torrijos should be told we're going to keep it. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez un canal à aller percer, je vous laisse parce que je sais que c'est du taf. En revanche, si c'est pas le cas, prenez une minute pour vous abonner à notre chaîne. Nous, ça nous fait super plaisir.